Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie et vous écoutez Épicéa, un podcast dédié aux témoignages inspirants de personnes engagées. Elle nous fait rire tous les lundis matins avec ses chroniques hilarantes et engagées. Je suis ravie de recevoir Mélanie Akari au micro d'Épicéa. Salut Mélanie. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va, je suis contente d'être là, j'avais hâte. Mais moi aussi, je suis trop contente que tu sois là. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens ? Ok, donc je m'appelle Mélanie Akari, j'ai 29 ans, cette année j'en ai 30. En tant que Mélanie de maintenant, je me présente en tant que Mélanie de maintenant. Moi, je suis chroniqueuse à la radio, donc sur la première, tous les lundis à 8h20, branchez-vous. Je fais aussi du stand-up. J'ai mes créneaux horaires, mes spectacles, que ce soit à Bruxelles, à Namur. Je suis en rodage, en tout cas, j'ai pas encore sorti mon spectacle. Mais je joue beaucoup sur les plateaux. Donc, je suis humoriste, chroniqueuse radio. Et alors, sur le côté, je dis sur le côté, alors que c'est mon activité principale, je suis ingénieure dans la data scientist en temps plein. Donc voilà, ça c'est la Mélanie de maintenant. Comment on combine une vie d'ingénieur, data scientist, j'ai en tête super carré, et une vie où on fait des blagues à la radio ? On combine pas, c'est dur. Franchement, c'est dur. Alors moi, l'avantage que j'ai, c'est que dans mon entreprise, la moitié, ils sont néerlandophones. Donc ils écoutent pas. Donc déjà, la moitié ne savent pas qui je suis, ne savent pas ce que je fais en dehors. Et j'avoue que ça m'arrange. Il y en a quelques-uns qui ont déjà capté un peu et qui m'ont déjà fait des petites remarques, mais ça a toujours été bienveillant. Sinon, en dehors, alors ça, le fait de le combiner en termes chronologiques, c'est que c'est vrai que c'est très très chronophage, que j'enchaîne vraiment beaucoup le travail, les scènes, les chroniques, l'écriture des chroniques, l'écriture des scènes, tous les projets perso aussi, parce que c'est vrai qu'ici en décembre, on avait aussi participé au Nicole Film Festival avec les copines, donc on avait scénarisé un mini-métrage, etc. Il y a aussi beaucoup de projets sur le côté. En fait, tout est très chronophage, donc combiner tout ça, c'est possible, mais sur pas sur le long terme, quoi. Là, on parle vraiment sur du court terme. Moi, je pense que c'est un rythme que je vais pas pouvoir garder encore pendant très très longtemps, malheureusement. Et c'est pas, du coup, tu disais que tes collègues sont néerlandophones, donc ils écoutent pas trop ce que tu racontes sur la première. Pour ceux qui écoutent, je pense peut-être à tes supérieurs, etc. C'est pas un problème parce que souvent les entreprises, elles aiment qu'on ait une image assez lisse et assez opaque d'elles. Et pour le coup, l'image que tu renvoies, que j'adore, sur la première, est pas super lisse. Non, pas tu dis super ce que lisse. tu penses, quoi. Alors, c'est marrant parce que... alors, déjà, moi, quand j'ai été engagée, je leur ai directement dit que j'étais sur la radio et que je faisais du stand-up. Toute mon équipe proche est néerlandophone, donc ça les a pas dérangés. Je pense aussi qu'ils n'ont pas spécialement mesuré ce que c'était. Ils se sont dit, elle parle dans des bars, quoi. Et du coup, et au fur et à mesure du temps, il y a quand même, comme je dis, plusieurs personnes qui l'ont capté. Et en fait, ça les a fait rire. Moi, quand j'ai fait ma chronique sur LinkedIn, j'ai un des supérieurs qui est venu me claquer la bise. C'est une des seules personnes d'ailleurs de l'entreprise qui claque la bise et qui m'a dit, alors j'ai quand même vu que tu étais quand même sur LinkedIn. C'est vrai qu'il me fait des petites remarques par rapport à ça. J'ai une fois une collègue en fin de mail, j'avais fait une chronique sur les signes astrologiques. Et elle avait mis en fin de mail je suis taureau, nanana. Et enfin, tu vois, elle faisait référence à ma chronique. Et elle me disait qu'elle avait adoré ma chronique. Donc, vraiment, pour le coup, je suis tombée sur une chouette entreprise dans le sens où ces collègues-là, les collègues qui ont capté et qui m'ont entendu, j'ai toujours eu que des retours positifs. Ils ont vraiment toujours été gentils avec moi et ils m'ont un peu toujours fait, ils me faisaient des clins d'œil, quoi, juste pour me dire on sait qui t'es, on t'écoute. Et voilà. Mais du reste, en tout cas, l'équipe proche, ça ne les a jamais dérangés. L'équipe éloignée non plus. En tout cas, j'ai jamais eu de remarques jusqu'à présent là-dessus. Trop bien. Ouais, franchement cool. Et du coup, dans tes chroniques, tu abordes des sujets de société, mais aussi l'actu politique. Et tu as une vision assez progressiste, assez engagée, et t'es plutôt tranché, quoi. On connaît rapidement ton opinion, ce qui est super chouette. Est-ce que tu as toujours été comme ça ? Alors, j'ai toujours été comme ça, genre depuis que je suis toute petite. C'est marrant parce qu'on en discutait il n'y a pas longtemps avec des copines et vraiment,
je leur parlais de ça, je disais vraiment, depuis toute petite, j'ai un sens de la justice ou de l'injustice, ça dépend comment on le tourne, qui est vraiment hyper présent chez moi. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, dès qu'il y a un truc injuste qui se passe, je l'éponge, je l'absorbe, ça m'énerve, je suis pas bien, il faut que j'en parle, j'en discute. J'étais l'enfant qu'on qualifie parfois de problématique, parce que elle va aborder ce sujet-là, elle va dire que ça c'est pas ok, elle va remettre en question ça. Si quelqu'un fait une remarque, je sais pas, des invités font une remarque et qu'elle trouve que cette remarque, je sais pas, elle est un peu misogyne ou ça fait pas de dire ça, elle va le dire. Si un invité, je sais pas, il dit à son enfant, et ça c'est une vraie anecdote, du coup, arrête de pleurer, t'es pas une fille toi. Mais je vais rentrer dedans quoi. Alors que en vrai, n'importe quel un peu enfant de mon âge à l'époque aurait juste laissé passer, il aurait rien dit. Enfin, et moi, non, c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours beaucoup pesé et mon sens de la justice, il a toujours été. Franchement, je sais pas comment ni Ça vient de pourquoi, ton mais je suis éducation? vraiment née avec, quoi. C'est une bonne question si ça vient de mon éducation. Je pense que mes parents m'ont toujours inculqué le sens d'être droite, dans le sens pas voler, pas profiter, pas. Tous ces trucs-là, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup revenus dans mon éducation. Maintenant, non, pas en tout cas le sens de, par exemple, tout ce qui est féminisme et tout ça. Ça, je pense, c'est quelque chose que je me suis auto-inculqué moi-même en grandissant. Et moi, j'ai un grand frère. Et souvent, dans mon enfance, j'ai entendu... je voulais toujours faire des trucs. Si lui pouvait les faire, je voulais les faire. Et souvent, j'ai entendu... ben non, lui, il peut parce que c'est un garçon. Et je pense que c'est de là qu'a commencé à naître ma rage féministe où je mais je comprends pas. Enfin, pour moi, ça ne faisait pas sens parce que c'est un garçon, il a le droit. Mon cerveau n'assimilait pas ça, quoi. Bah parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais voilà, mes parents, c'est vrai qu'ils avaient été éduqués comme ça. Et ce que je trouve incroyable, et pour ça je les adore, c'est que mes parents, ils ont évolué avec moi. C'est-à-dire, on n'est pas resté bloqué dans un conflit de tu sais, elle est féministe. Non, mes parents se sont ouverts et éduqués au féminisme. Ils ont compris plein de choses avec moi. Du coup, moi, j'ai une petite sœur aussi. Et du coup, toutes les deux, au fur et à mesure du temps, par des toutes petites choses, on déconstruit tout ça. Ce que eux, voilà, ils ont été éduqués comme ça. Et entre guillemets, si on vient pas leur dire que c'est pas OK, ben, ils vont pas le faire tout seuls, malheureusement. Donc mes parents, ils ont beaucoup, beaucoup évolué sur la question. Et moi, je pense vraiment que c'est cette phrase de lui, il a le droit parce que c'est un garçon, qui me faisait vriller, quoi. Et mon sens de la justice, il était au point où moi, quand j'étais petite, je disais à tout le monde, je veux devenir avocate. Quand j'étais petite, je voulais devenir avocate. Il était hors de question que je fasse autre chose de ma vie. Mais c'est hallucinant, j'ai l'impression qu'on a eu la même vie. C'est vrai. Je me reconnais ouf. hyper fort C'est vrai. dans ton propos. Idem, je viens d'une famille pas spécialement progressiste sur tous les sujets de société, mais très... ouais, l'injustice, c'est quelque chose qui va pas. Et moi, je suis la partie pooper comme toi, quoi. C'est-à-dire, je vais rien laisser passer. Ah ben voilà. Je suis la grosse relou de service. Exactement, la mais relou. je m'en tape, quoi. Ah, mais je m'en tapais. Hein. Les gens pouvaient me dire ce qu'ils veulent. Vraiment, ce qu'ils voulaient, c'était... Moi, je savais ce que j'avais en tête. Je savais que c'était pas OK de dire à quelqu'un, lui, parce que c'est un garçon. Donc, ouais, c'est trop marrant. Vraiment. Et c'est un truc que je trouve que tu sens physiquement. Moi, l'injustice, même quand je voyais j'ai toujours été très, très au courant de l'actualité. Ça m'a toujours passionnée. Et même quand je voyais des injustices à l'autre bout du monde, ça pouvait gâcher ma journée, quoi. Je pouvais rentrer en rage parce que à 600 km, il y a un truc qui s'était passé, que j'étais pas d'accord avec ça. Et franchement, parfois, je pouvais en pleurer, quoi. Comment ça avec tes proches parce que moi aussi, j'ai ce truc, pareil, je laisse pas passer des proches qui pourraient dire des remarques problématiques, racistes, misogynes, que sais-je. Et du coup, parfois, ben, je rentre dans des formes de conflits qui sont pas spécialement un problème, mais c'est compliqué, je trouve, de parfois être aligné à ses valeurs sans être constamment dans le conflit, quoi. Ouais, je suis hyper d'accord, c'est très dur. En fait, malheureusement, parfois, il faut choisir ses batailles et ses moments. Moi, je sais qu'il y a parfois... Moi, j'ai déjà, parce que j'ai pas l'impression que c'est moi la fautive, j'ai déjà gâché des beaux repas en famille parce que je voulais pas la fermer sur un truc où je comprenais pas pourquoi mes parents disaient ça ou des gens de ma famille disaient ça. Et je suis là, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, enfin, mais sur des trucs bêtes, enfin, tu vois, les discussions reloues qu'on a en famille, genre les véganes, les nanas. Moi, je suis là, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et vraiment, je commence à m'énerver. Et ça a déjà gâché des vrais repas où moi, juste, je pars, quoi. Et je vois ma mère, tu sais, elle est désemparée et elle est triste, en fait, parce qu'après, moi, je m'en vais. Et en fait, elle est là, attendez, donc pour ça, vous venez de gâcher un moment en famille. Et donc, j'ai appris, et c'est vraiment très récent, à parfois pas me taire, mais
choisir mes combats et surtout ne plus aller trop loin dans le sens où, ok, mon opinion c'est celle-là, je vais essayer de te convaincre parce que pour moi ce que tu dis n'a pas de sens. Sauf qu'il y a un moment où si je vois que ça dégénère, ça dépend un peu de mon humeur, mais j'essaye vraiment parce que c'est compliqué. Je me dis, ok, là, pour une fois, on est réunis en famille. Ça arrive pas très souvent. Viens, je lui dis une dernière chose qui, pour moi, est juste un truc de... Tu dis quelque chose, puis t'es à bon entendeur. Tu lui lâches une bonne punchline de oui, mais si c'était ça, alors ce serait ça. Et un peu un truc statistique qu'il peut pas réfuter. C'est là, bref, voilà. Et la discussion s'arrête. Et après, moi, je tourne et je parle avec quelqu'un d'autre à propos d'autre chose. Donc ça, j'apprends à le faire. Mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas, quoi. Moi, Et tu utilises l'humour? Et j'utilise l'humour souvent, ouais. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il y a une partie de l'humour que j'adore, c'est l'absurde. Je l'ai utilisé dans quelques-unes de mes chroniques. Je pense à celle où je parle du fait de supprimer l'abonnement tech pour les moins de 25 ans, où vraiment je fais une chronique totalement absurde en disant ben oui, ben évidemment, on supprime ça parce que les gens ne l'utilisent pas assez. Ben oui, mais comment on va remplir les bus en rendant les tickets plus chers, c'est bien connu. Enfin, et donc j'utilise vraiment totalement l'absurde où je dis genre comment ça se fait déjà, c'est que c'est des gens qui n'utilisent pas les transports en commun qui prennent des décisions sur les transports en commun. Imaginez si c'était les hommes qui prenaient des décisions à propos de nos utérus, ce serait fou. Enfin, tu vois. Et pour moi, l'absurde, en tout cas dans l'humour, l'absurde, c'est une dinguerie parce que ça met vraiment l'autre dans la position de bah oui, c'est stupide. Tu peux donner des faits, des statistiques autant que tu veux. Si l'autre personne, elle veut pas les entendre, elle les entendra pas. Par contre, parfois, tu utilises l'absurde et tu remets un contexte et les gens, ils sont là. Bah oui, c'est stupide. Et donc l'humour, oui. L'absurde, en tout cas, ça, c'est sûr. L'humour, ça a toujours fait partie de ta vie? L'humour, ça a toujours fait partie de ma vie, d'une manière ou d'une autre. Mais, alors, comment expliquer quand j'étais jeune, pas tellement dans le sens où... les gens comprenaient pas mon humour quand j'étais jeune. Je te jure. Vraiment, j'ai des bribes de moments dans ma jeunesse où je fais une blague. On est autour de la table avec des gens où je fais une blague. Et vraiment, les gens me regardent en mode ben non, Mélanie, on va pas faire ça. Et je suis là, ben oui, c'était une blague. Et vraiment, les gens. Enfin, et je me souviens vraiment d'une fille qui s'était moquée de moi en disant meuf, on comprend pas tes blagues, vous savez quoi, la prochaine fois que tu fais une blague, prends un panneau et écris applause dessus qu'on sache quand c'est une blague. Et j'étais juste là, ok meuf, genre redescends. Donc un peu un humour un peu incompris, je crois, quand j'étais jeune, parce que un peu absurde, un peu décalé. J'espère que tu regardes mes chroniques, sale folle, va. Tu mets des panneaux applause maintenant, sale folle. Je te jure. Donc oui et non, beaucoup à l'école, je me souviens. J'étais un peu la rigolote en classe. Quand est-ce que tu t'es dit, vas-y, je vais en faire une partie de mon métier? Eh ben, je me le suis jamais dit, figure-toi. On est venu me chercher. C'est vraiment, je te jure, j'ai jamais pensé à faire ça. Mais moi, j'ai été beaucoup donc à l'UCL quand j'étais étudiante. J'étais baptisée, calottée. J'étais dans les cercles. Et puis au-dessus des cercles, il y a les ordres. Ça fait très secte ce que je dis. J'entends très bien ce que je dis, d'accord. Et dans les ordres, en gros, dans le comité ordinesque, on dit, il y a une fonction qui s'appelle la fonction de la chancellerie. La chancelière, c'est quelqu'un qui fait des comptes rendus de la séance précédente sur un ton humoristique. Et donc, moi, je m'amusais à faire ça. J'adorais faire ça. Je faisais des comptes rendus qui commençaient à être de plus en plus drôles. Et de plus en plus, les gens venaient me le dire. En mode, j'ai écouté ton compte rendu, il était énorme. Et parfois, des gens venaient me dire... Des autres ordres venaient me dire on est venu à la séance de ton ordre parce qu'on voulait absolument écouter ton compte rendu. Et donc c'est marrant parce que ça a vraiment... Ça devenait des spectacles, quoi. Ouais, ça devenait genre un petit... ça devenait un peu connu dans le milieu des ordres que je faisais des comptes rendus marrants, quoi. Ce qui fait que j'ai refait une deuxième année de chancellerie, alors que normalement on ne fait pas deux fois la même fonction. Et alors il y a un ordre un peu secret à Louvain-la-Neuve qui est un ordre dédié à l'écriture. Là, les gens m'ont repéré dedans. Ils m'ont proposé de rentrer. J'ai dû écrire des textes humoristiques ou pas pour rentrer dans cet ordre. Et dans cet ordre, il y avait une autre personne qui s'appelle Rudy Lejeune, qui est le fondateur de la plateforme What the Fun. C'était en 2019. Il y avait pas très longtemps qu'il avait commencé ce collectif.
Il m'a entendu faire ma chronique et il m'a dit mais en fait viens, viens monte sur scène, essaye, ça peut être trop cool et tout. Moi première réaction non parce que je veux pas monter sur scène, enfin ça m'intéresse pas, j'ai jamais fait de théâtre, ça me stresse. Et il m'a dit écoute viens et tu verras. Si ça te plaît, viens une séance, si ça te plaît tu montes une fois et si ça te plaît pas, tu montes pas quoi. Et donc, je viens à une de ces séances, j'ai vu l'ambiance et j'ai trouvé ça trop cool. Et puis, je me suis dit, écoute, c'est quoi le pire qui puisse arriver? C'est que je me prenne un beat devant des gens que je connais pas. C'était au Floréo, l'ancien Floréo à Bruxelles. Et donc, j'ai testé, j'ai adoré. C'était trop cool. Donc, j'ai commencé à faire du stand-up. Et puis, en 2020, donc du coup, il y a eu le Covid. Donc, j'ai arrêté. Et puis, j'ai changé de carrière professionnelle. Alors, on va en parler. Ouais, vas-y. J'ai été recrutée en tant que lieutenant d'aviation à la Défense. Ça n'a aucun sens, même moi je l'entends quand je le dis, ça n'a aucun sens. Alors, pour vous remettre en contexte, je travaillais chez Orange en tant que data analyst. Et le Covid avait, comme tout le monde, remis ma vie en question. Qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas de sens. Je fais un travail qui a du sens, machin et tout. Travail qui a du sens qui apparemment, j'ai vu du sens dans la carrière dans la Défense. Donc moi, j'ai postulé un peu l'air de rien, parce qu'il y a quand même pas mal de tests que tu dois passer. Surtout en tant qu'officier, moi je rentre en tant qu'officier. Donc test de néerlandais, de français, test physique, test psychologique, test de sportif. Plein de tests que tu devais passer. Et on était des centaines et des centaines d'élèves. Et alors, surprise, j'ai été prise. J'ai été sélectionnée. J'ai été parmi les meilleurs scores sur ces tests. Donc du jour au lendemain, on m'a dit ok, vous êtes prise, mais ça commence dans 2 semaines. Et dans vraiment, 2 semaines, vous êtes lieutenant. dans 2 semaines. Pas lieutenant, vous êtes soldat en fait. Tu commences soldat. Tu commences à faire ta phase d'initiation militaire. T'es en camp pendant 3 mois et tu te chies dessus en tant que soldat. Et j'étais là. Et alors, on me demande pas comment ça se fait. Mon cerveau il a fait ok. Franchement, j'étais là, ok, bah écoute, le corporate world, ça me convient pas spécialement. Le Covid, il me fait remettre en question mon sens. La défense, ça a quand même l'air d'être un truc assez carré dans le sens où je vais rencontrer des gens, tu sais, qui seront intelligents, qui auront fait des grandes choses, qui auront de l'expérience et tout. C'est pas le cas. Si jamais des gens se posent la question, je me suis juste chiée dessus pendant 1 an parce que je me faisais harceler, je me faisais... Alors, en plus, je suis rentrée en tant que femme officier, là où les instructeurs, quand tu commences ta PIM, c'est des sous-officiers et qui n'auront jamais le titre d'officier vu qu'ils n'ont pas de master universitaire. Et alors, c'est un enfer, c'est du harcèlement en groupe, c'est de la misogynie constante. Une fois, je me douchais et j'ai entendu quelqu'un chanter le chant de la misogynie dans le couloir. Donc vraiment, j'étais là, ah super. Une fois, un mec m'a dit, moi de toute façon, je préfère les filles basanées aux blanches parce qu'elles sont plus soumises. Et quand j'en ai parlé à mes supérieurs, c'était là, ça va, c'est une blague. Enfin, vraiment, tout ce que tu peux t'imaginer de pire dans l'être humain, je l'ai vu à la défense, quoi. Et c'est bête parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient incroyables, dont 2-3 filles avec qui j'avais commencé ma formation. Et elles sont géniales. Et franchement, c'est grâce à elles que j'ai survécu. Mais c'était n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. Moi, j'étais censée, du coup, après terminer en tant que lieutenant d'aviation. Et on m'avait parlé des renseignements aériens, du coup. Donc, j'ai continué. Mais il y a un moment où je pouvais plus. C'était pas ça que je voulais. Il y avait trop de contraintes. T'es jamais chez toi. T'as plus de vie, en fait. Ton seul trait de personnalité, ça devient la défense. C'est tout. Mais c'est fou de te dire à toi, c'est une blague. Genre, tu sais ce que c'est, toi, une blague? Ah T'en non, mais fais... vraiment, j'étais là, pardon. Là, vraiment, moi, j'y allais en mode, ils vont être choux, ils vont comprendre ce que je vais dire et tout. Et non, ils étaient là, oh, ça va, c'est de l'humour. J'étais là, alors, normalement, l'humour, si ça fait pas rire la personne en face ou la personne sur qui tu fais de l'humour, c'est pas de l'humour. Ça, c'est la règle numéro 1. Tu peux faire des blagues sur autant de gens que tu veux, sur qui que tu veux, sur autant de communautés que tu veux. Si ça fait pas rire la communauté sur laquelle tu le fais, c'est pas drôle. C'est tout. Et c'est problématique. Et c'est problématique surtout. Donc, non. Enfin, bref. Un peu l'enfer. Et du coup, après, j'ai arrêté et moi du coup en 2019 je m'étais fait un peu des potes dans le milieu du stand-up, notamment Fanny Ruet de qui j'étais un peu proche, et comme elle était co-gérante du Kings, elle m'a dit Mel, on est en train d'ouvrir les open mic, monte sur scène une fois, ce serait trop marrant que tu reprennes. Donc moi j'ai vraiment juste repris les open mic, j'en ai fait 1-2, je me suis inscrite au concours du Kings of Comedy Club sans trop réfléchir parce que mes copines s'y inscrivaient et je l'ai gagné et ça m'a ouvert plein de portes, la radio, les rodages, des boîtes de prod, des machins. Donc, ouais. Comment tu choisis tes sujets?
Tu veux dire pour les chroniques? Pour les chroniques, pour tes stand-up, comment tu choisis? J'ai l'impression qu'il y a toujours une forme d'engagement, même super dissimulée, mais il y a toujours une forme de dénonciation, même quand tu fais une chronique sur LinkedIn, quoi. Ouais, j'avoue que ça, oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. En fait, je pars du principe que j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'avoir une voix et j'ai le droit, j'ai la place qu'on m'écoute, j'ai la place qu'il y ait des auditeurs qui m'écoutent, qu'il y ait des milliers de gens qui m'écoutent. Et pour moi, c'est une responsabilité. Et donc, je peux pas m'imaginer dire n'importe quoi, je peux pas m'imaginer faire n'importe quoi, je peux pas m'imaginer pas l'utiliser à bon escient. Et donc, même quand je fais des sujets légers, j'essaye quand même de toujours, d'une manière ou d'une autre, d'être engagée ou en tout cas de dénoncer quelque chose. C'est plus vraiment dénoncer quelque chose. Parce que je me dis, malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, que ce soit en Afghanistan, que ce soit là, vraiment où on passe sous silence les femmes, même leurs existences, le nombre de femmes invisibilisées, qu'on n'écoute pas, je me sens hyper privilégiée d'avoir cette position et je ne peux pas m'imaginer l'utiliser sans responsabilité ou en tout cas l'utiliser à la légère. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent l'humour, ça n'a pas besoin d'être politique? L'humour, c'est pas politique en fait. Tout est politique. Absolument tout est politique. De l'endroit où tu vis, du pays où tu es né, des vêtements que tu portes. Absolument tout est politique. Et ça, il faut vraiment que les gens en prennent conscience. Il n'y a pas de... Ouais, non, moi je parle pas trop politique, ça m'intéresse pas. Non, si tu parles pas politique et si ça t'intéresse pas, c'est que ça t'impacte pas et c'est que c'est du privilège. Donc c'est de la politique. La politique, elle met en danger, elle peut mettre en danger la vie, l'existence même de personnes. Elle peut mettre en danger, elle peut entraver leur liberté. Elle peut, enfin, c'est fou. Moi, c'est un truc, ça me fait rire, mais nerveusement, les gens qui disent non, tout est politique. Vraiment tout, les spectacles. Le lieu dans lequel tu fais ton spectacle, ok, dans ton spectacle, tu dis rien. Le lieu dans lequel tu fais ton spectacle est politique. C'est un lieu culturel, c'est subsidié, c'est politique. Tout, il y a vraiment... tout. Si tu cherches un peu, tout est politique. Surtout l'humour, et en tout cas la culture. Donc, et je pense que c'est pour ça aussi que certaines personnes essayent de museler la culture. Parce que la culture, c'est même de là qu'est née la Belgique, c'est la miette de Portici, tout est politique. La culture, en tout cas la culture. Ça t'est reproché des fois justement de faire des chroniques avec du coup toujours un accent politique? Alors non, j'ai la chance pour le coup d'avoir une équipe incroyable. Honnêtement, la première chronique un peu engagée que j'ai faite, c'était la chronique sur l'affaire Pellico. Et j'avais vraiment hésité à la faire. Et avant, quand je l'écrivais, donc pendant que je l'écrivais, je disais, je demandais un peu à mes amis proches. Et il y a quand même pas mal d'hommes dans mon entourage qui étaient là, meuf, c'est pas ça qu'on te demande. On te demande d'être drôle. T'as pas besoin de faire, tu vois, t'as pas besoin de parler de sujets comme ça. Tu dois juste être drôle en fait. Ouais. Franchement, on m'a plusieurs fois dit au tout début, on m'a dit, juste sois drôle, on te demande pas spécialement de parler de ce genre de sujet. Là où j'ai des amis, notamment ma pote Alba, qui m'a dit, meuf, t'as envie de parler de ça, tu parles de ça, c'est important de parler de ça. Tu t'écoutes ton intuition, t'écoutes la boule que t'as dans le ventre et t'en parles. Donc j'ai fait cette chronique sur l'affaire Pellico. Je suis arrivée en tremblant dans le studio parce que ça faisait pas longtemps que j'étais là. Je crois que c'était ma 3e chronique uniquement. Vraiment, donc ça faisait vraiment pas longtemps que j'étais là et je mettais déjà les 2 pieds dans le plat. Donc je fais ma chronique, ça se passe bien. J'ai un hyper bon retour de tout le monde. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, et c'est marrant parce qu'à partir de là, je me suis dit, maintenant, t'écoutes ton intuition. S'il y a des sujets dont tu veux parler, et surtout, même écrire sur ce sujet, ça m'avait fait trop du bien parce que l'affaire Pellico, moi, c'est un truc qui a résonné, qui m'a bouffé. C'était inimaginable. Pour moi, c'était impensable ce qui se passait. Donc ça m'a fait du bien à moi. Genre, ça m'a permis de, moi, les pensées que j'avais, que je ruminais, les mettre sur un papier, les avoir en vidéo, avoir des gens qui me disent je pense la même chose. Et voilà, ça m'appartient plus, ça appartient aux autres. Et la seconde fois où j'ai fait ça, c'était la chronique sur le Liban. Là, je tremblais, mais des pieds à la tête. Je pense que ça se voit d'ailleurs quand on regarde la vidéo. Parce que c'est ça aussi un sujet qui me touchait à cœur. Et c'est après cette chronique sur le Liban où j'ai eu des retours incroyables. Vraiment, j'ai vraiment eu des... Elle parlait de quoi? Elle parlait, le Liban rentrait en conflit, du coup,
Enfin, le Liban était victime du conflit. Pour moi, c'est pas lui qui est rentré en conflit. Et elle parlait du fait que j'étais libanaise, que le Liban... en fait, elle ne discutait pas de la guerre spécialement. Elle disait que les Libanais, ils sont comme ci, ils sont comme ça, que c'est un peuple qui est génial. Enfin, et en fait, je me suis dit en l'écrivant, au lieu de commencer à rentrer dans parler, dire crûment les choses, dire Israël il a fait ça, le Liban il est comme ça, parler du Hamas, parler du Hezbollah. En fait, ça, je me suis dit, tous ces termes-là, je les mets sur le côté. Moi, ce que je veux dire, c'est que le Liban, c'est un beau pays et que les gens qui y vivent, ils méritent d'y vivre. Et donc, j'ai fait une chronique totalement en mode moi, je suis libanaise. Voilà, les Libanais, ils ont des noms de famille marrants parce qu'ils ont des prénoms chrétiens et puis ils ont des noms de famille un peu arabes. Et je disais que ma mère, elle se comportait comme ça et que je sais que c'est parce qu'elle est libanaise. Mon père, voilà, il est comme ça. Et donc, au lieu de tirer sur des gens, je voulais juste mettre les Libanais sur un piédestal et les humaniser. Et je me disais, c'est comme ça que le message il va passer. C'est pas en commençant à sortir les mots. Et j'ai eu beaucoup de commentaires d'ailleurs, des gens qui disaient elle n'a pas dit une seule fois le mot Israël dans tout son. Et c'était pas le but. Moi, le but c'était de dire venez, on fait attention. Genre, il y a des gens qui sont en danger et ces gens-là, ils sont géniaux. Et moi, mes origines, elles viennent de là. Et j'ai eu tellement de chouettes retours de cette chronique. Et à partir de là, maintenant, j'ai un post-it sur mon ordinateur où j'ai écrit dessus ça doit venir du cœur. Parce que j'ai réalisé après la chronique sur Pellico et après la chronique sur le Liban qu'en fait, dès que j'écrivais, dès que ça partait du cœur, dès que mes intentions, elles étaient des trucs qui me tenaient à cœur, les chroniques fonctionnaient dans le sens où moi, je me sentais bien à les faire et j'avais toujours des bons retours. Et donc maintenant, j'ai vraiment un post-it qui dit ça doit venir du cœur sur mon ordi. Voilà. Félicitations en tout cas, c'est trop chouette Voilà. que tu puisses aborder tous ces sujets-là. Est-ce que tu as déjà eu, j'imagine que oui, des retours négatifs? Est-ce que tu t'es déjà senti un peu muselée? Alors, muselé, non. Encore une fois, j'ai pour le coup vraiment une équipe formidable. J'ai vraiment jamais personne qui m'a appelé en me disant écoute, t'as parlé de ça, on aurait aimé que tu dises pas ça, on aurait aimé que tu fasses pas ça. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas eu le cas. Peut-être un jour ça arrivera, peut-être pas, j'espère pas en tout cas. Mais pour le moment, j'ai vraiment jamais eu le cas. Maintenant, est-ce que j'ai déjà eu des retours négatifs? Oui, fatalement, parce que les chroniques sont publiées, parce que les gens ils aiment bien critiquer. J'ai eu, un peu comme beaucoup d'autres gens, j'ai eu des personnes récurrentes qui venaient méchamment m'insulter en dessous des chroniques sur Facebook. Ça m'est jamais arrivé sur Insta. Mais sur Facebook, j'ai toujours des vieux hommes blancs qui pensent qu'ils peuvent faire mieux que moi, parce que les vieux hommes blancs peuvent toujours tout faire mieux que tout le monde, même s'ils n'ont pas de formation, bien sûr. C'est vraiment la réalité d'un homme, bien sûr, bien sûr. Donc ouais, j'ai déjà eu quand même des trucs assez trash, genre retourne en banlieue, qu'est-ce que tu fais là? Des trucs bien racistes en plus. Des trucs un peu racistes, ouais, genre retourne dans ta banlieue, parce que tu sais, il est vrai que j'ai un peu une manière de parler qui est un peu ghetto. J'ai une manière de parler qui est un peu, on dit ça comme tu veux, ghetto, street, juste moi je parle comme j'ai envie de parler. Et c'est parfois pas carré et je suis genre ouais là genre la vérité, enfin je sais comme je parle et j'aime bien parler comme ça et c'est la manière dont je parle habituellement. C'est qui tu es quoi. C'est qui je suis. Mais pourtant t'as quand même réussi à faire plusieurs phrases en alexandrin dans une T'as chronique. vu, c'est fou ça hein. C'est parce que je suis un petit génie ça je pense. Comme Yann Moix, il y a que lui et moi, on est vraiment deux génies, c'est trop cool, on se comprend trop moi et lui. Du coup, tu as eu un espèce de totem d'immunité parce que je pense que c'est ça, hein, c'est quand tu sais écrire des phrases en alexandrin, tu es un peu immunisé. Ben oui. Tu peux faire de la merde et il n'y a pas de souci. Mais oui. En fait, c'est fou. Les gens qui ont des problèmes avec la justice, les gens qui disent n'importe quoi, écrivez en alexandrin si j'ai un conseil à vous donner. C'est le totem d'immunité. C'est dingue que les gens n'aient pas encore compris. Hein. Juste on va pour avoir Depardieu qui va nous sortir un livre en alexandrin. Juste pour remettre un tout petit peu en contexte, du coup, Yann Moix s'est plaint, a été vu en train de faire, a été filmé en train de faire des remarques bien graveleuses, bien misogynes, bien problématiques, et il s'est défendu en disant que les gens étaient jaloux de son talent parce que lui avait écrit un livre en alexandrin. Du coup, Mélanie en a fait une chronique et elle a fait plusieurs phrases en alexandrin. Si ça, c'est pas du génie. Mais c'est lunaire cette défense, c'est fou hein, le culot qu'ils ont. Donc non, mais je sais, et puis je sais très bien. En fait, ça m'embête pas quand les gens critiquent mon écriture et la manière dont je parle parce que je sais que je peux aussi écrire très très bien. Je sais que je suis très talentueuse en français et que je peux écrire si j'ai pas envie, je vais pas le faire pour leur faire plaisir. Mes tournures de phrases, la manière dont j'écris,
elles sont très bien, qu'elles soient dites avec un accent ghetto, qu'elles soient dites avec la vérité entre les deux. Je sais de quoi je parle et je sais comment je le dis. Et relever la manière dont je parle plutôt que ce que je dis, ça, c'est vraiment une technique de... C'est une technique de pauvre type, quoi. C'est vraiment... franchement, ça fait penser à des Greta Thunberg quand les gens critiquaient qui elle était plutôt que de regarder ce qu'elle disait. Quand elle disait des vérités, les gens étaient là, mais c'est une petite fille, elle ressemble à ça. Tu vois, c'est fou. Hein. En vrai, à chaque fois que quelqu'un pointe la forme, c'est parce qu'il n'a pas envie de regarder le fond. Ça a toujours été comme ça. Donc, ça me fait rien. Et puis, ces gens-là, je leur ai déjà répondu. J'ai déjà une fois fait un bon gros commentaire bien ficelé à un gars qui revenait de manière récurrente. Et depuis, il est plus revenu. Donc, c'est très bien. Excellent. Voilà. Et dans tes chroniques, tu parles... Enfin, tu vas pas avec le dos de la cuillère, notamment avec le MR, qui est un parti au pouvoir. Quand tu l'as écrit, cette chronique, vraiment, je vous invite toutes et tous à aller l'écouter. Quand tu l'as écrit, tu t'es pas dit, ça passe ou ça casse, quoi. Parce que faut savoir que, enfin, tu le sais, mais c'est pour les gens qui nous écoutent, que du coup, les partis politiques qui sont au gouvernement fédéral ont le droit de désigner des administrateurs, administratrices de la RTBF, média dans lequel tu fais tes chroniques. Et est-ce que ça t'est même venu à l'esprit de te dire, peut-être, ça va pas passer, quoi. Je me suis déjà dit, peut-être ça va pas passer, mais je me suis jamais dit, alors je vais pas le faire. C'est génial. Voilà. Je me suis dit, il y a un monde où... Mais je vais... Et puis surtout, j'ai pas l'impression de le faire de manière insultante. Non, tout à fait. Je choisis vraiment toujours bien mes mots pour qu'il n'y ait aucune insulte, qu'il n'y ait aucun truc gras, qu'il n'y ait aucun... et que ce soit jamais fondé sur rien. Je vais pas monter et dire, ah, lui, il est trop moche, quel gros plouc. Mais je vais monter en disant, ok, il a dit ça, et puis me moquer un peu de ce qu'il a dit et démonter ce qu'il a dit. Et c'est vrai que deux ou trois fois, je crois, je pense, quand je parle de cette personne en particulier, Georges Louis Boucher, hein, je peux le dire. Oui, tu peux le dire. Je l'aborde. J'ai jamais fait une chronique entièrement sur lui, par exemple. Je l'aborde toujours. C'est pas une attaque ad hominem, oui, quoi. C'est ça. Je l'aborde toujours entre autres dans un sujet où je sens je peux le mettre dans le sujet parce qu'il reflète et il me donne des arguments dans ce sujet-là. Je me suis déjà dit, il y a un monde où ça passe pas, et je sens parfois aussi, parce que il n'y a rien à faire, les journalistes autour de moi, ils sont adorables, mais ils sont obligés d'avoir aussi une intégrité journalistique, et eux le reçoivent, et c'est normal. Enfin, entre guillemets, c'est normal, oui, parce que pour le moment, il est toujours de droite, même s'il s'attend vers l'extrême. Il est de droite, donc voilà, on le reçoit. Donc il est reçu, bien sûr. Il est reçu. Mais je me suis jamais dit, alors je vais pas le faire. Ça, c'est sûr. Et est-ce que tes proches, ils te disent parfois, moi par exemple, mes parents, quand je suis hyper véhémente sur les réseaux sociaux, dans la presse, ils me disent fais gaffe quand même, on voudrait pas qu'il t'arrive, voilà, que tu sois plus jamais invité ou que ça t'empêche de faire certaines choses ou que ça ait un impact sur ton travail. Enfin voilà, mes parents parfois ils sont un peu en stress de oulala, elle dit des vérités. Comme toi, j'essaye toujours de le formuler de la meilleure façon possible, mais il y a un monde où ça a un impact sur ma vie aussi. Est-ce que tes proches aussi te mettent en garde parfois ? Ouais, mes parents. Mes parents, beaucoup. Les mêmes, quoi. Ouais, vraiment. Mes parents, ils me disent fais attention, essaye peut-être de pas parler de ça, ou fais attention, la dernière fois, t'as dit ça. Enfin, ils ont peur. Ils ont peur de l'exposition, et ils ont raison quand on est exposé en tant que femme. Je veux dire, le nombre de potes que j'ai qui ont reçu des menaces de mort, de viol, enfin, c'est lunaire ce qui se passe. Donc oui, ils ont peur de temps en temps. Après, moi, je les rassure, et je t'avoue que ça change rien, parce que franchement, pour le coup, je dis jamais rien de méchant, d'insultant ou de gratuit. Et vraiment, j'essaie vraiment de peser. Pour moi, vraiment, j'ai une responsabilité dans les mots que j'utilise et dans la parole que je prends. Donc, j'essaie vraiment... je pèse tous mes mots, quoi. Je pèse tous mes mots. Et d'ailleurs, une des personnes qui travaille quand je sors du studio, une fois, j'avais posé la question, la première fois que j'ai parlé de Georges Louis Boucher. J'ai dit, est-ce que ça va ? Est-ce que c'était OK ? Donc, je demande un peu toujours des feedbacks. Il me dit, bah écoute, il n'y a pas de souci, t'as rien dit de gratuit, t'as rien dit de faux, donc t'as totalement le droit t'as pas été insultante, on peut rien te reprocher. Donc voilà, j'essaie toujours de m'inscrire dans ce truc de, on peut rien me reprocher. Mais bravo en tout cas d'oser le faire. Est-ce que t'as peur, genre toi, j'entends que là, tu sais que c'est une menace potentielle, mais tu le fais parce que c'est la bonne chose, parce que avoir un discours progressiste dans les médias, c'est hyper important, surtout avec l'humour. Mais est-ce que parfois ça te fait peur de te dire, ça peut-être que je pourrais avoir une déferlante de haine en fait qui va suivre
Ouais, ça me fait peur. Je vais pas te mentir. Là, l'avant-dernière chronique que j'ai faite, c'était sur les hommes qui ont des tempêtes émotionnelles. Et vraiment, je dis tout ça, c'est la faute des hommes. Et j'ai vraiment eu peur du shitstorm qui allait arriver après. Et j'ai été très surprise je me suis pris aucun shitstorm. J'ai eu que des bons commentaires. J'ai eu que des gens qui m'ont encouragée. Est-ce que la RTBF modère bien? Ou est-ce que vraiment... Sur Insta, la RTBF modère, mais là, elle n'a pas dû modérer. Sur Facebook, elle modère plus parce que les gens sont beaucoup plus véhéments et c'est vraiment des vieux sur Facebook, des vieux hommes, quoi. Mais j'avoue, même sur Facebook, maintenant, je ne vais plus lire les commentaires. Et je sais qu'en vrai, pour le coup, la RTBF modère assez bien parce que la dernière fois que j'ai été voir sur une de mes chroniques, la RTBF avait... quelqu'un parlait de ma diction. Et c'est vrai que ma diction, parfois, elle me fait défaut parce que je parle vite et que mon cerveau va parfois plus vite que ma bouche. Et j'ai vu que l'RTBF avait répondu à un commentaire en disant un peu de bienveillance ne vous ferait pas de mal. Et j'étais là, oh c'est trop chou, merci, tu vois. Donc non, ça va. Il y a des chroniques comme celle que j'ai faite sur les hommes où j'ai eu peur, mais je touche du bois. Mais il s'est rien passé. Donc les gens ont été adorables. J'ai pour le moment pas eu trop de soucis. Maintenant, est-ce que ça me met dans une case? Oui, bien sûr que ça me met dans une case. Donc ça peut me fermer des opportunités. Mais alors, c'est pas des opportunités que je voulais pas, quoi. Exactement. C'est des opportunités qui me correspondent pas. Donc à quoi bon? Tu vois, j'ai pas de regrets. S'il y a des gens qui m'entendent dire il faudrait mettre plus d'argent dans l'éducation et que les enfants aient accès à l'eau potable, qui se disent ah non, alors frère, on va pas être potes, quoi. Ouais, c'est tant mieux, c'est pas grave, tant mieux, ça fait déjà un premier filtre, tu vois. Complètement. Il y a quand même un truc, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus, qui me vient à l'esprit quand je regarde ton parcours. C'est, t'as fait des études donc en ingénieur de gestion. Donc, qui te prédisait une grande carrière dans une banque ou chez un Big Four, que sais-je. Et maintenant, tu fais des blagues. C'est génial, hein. C'est un très beau résumé. Comment tu le vis? En fait, moi, je t'avoue que j'ai fait mes études par défaut. C'est-à-dire que je voulais devenir avocate. Puis, en fait, comme dans ma famille, ils sont... mes cousins et cousines, tout le monde est un peu médecin, mon frère aussi. Ma petite sœur est kiné, enfin bref. Je me suis inscrite en médecine. Une semaine avant le début des cours, j'ai changé. Et en fait, j'étais hyper bonne en économie. Et du coup, j'ai un de mes profs, mon prof d'économie, qui m'a dit il faut absolument que tu fasses des études d'économie. Donc, j'étais là, ok, vraiment par défaut. J'étais là, ok, je fais ingénieur de gestion parce que, au moins, économie. En fait, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Et je me suis dit, ça, c'est très large. En fait, comme c'est large, go, tu vois, je pourrais décider après. Et alors, c'est marrant parce qu'on m'a dit, mais fais économie et gestion parce que ingénieur de gestion, t'es pas assez bonne en maths, donc tu pourras pas le faire. Watch me. Et du coup, je me suis inscrite en ingénieur de gestion et les gens m'ont dit c'est pas grave, au pire tu rates, tu redescends en économie et gestion. Déjà, c'est hyper méprisant parce qu'économie et gestion, c'est des très bonnes études. Et donc moi j'ai fait, je m'en fous, je m'inscris en ingénieur de gestion. Et j'ai eu 18 en maths en première cesse parce que j'ai tabassé mes TP de maths. J'allais au TP de maths de tout le monde, juste parce que tout le monde me disait que je pouvais pas le faire. J'étais là, watch me, vraiment. Et donc je suis partie là-dedans. Mais j'ai détesté mes études. Ça m'a appris plein de choses. J'ai adoré, j'ai rencontré des gens, vraiment les meufs que j'ai rencontrées en ingénieur de gestion, c'est mes amours pour la vie. Mais je savais que c'était pas ma place, quoi. J'ai toujours su que c'était pas ma place, ce genre de choses. J'ai commencé à travailler en entreprise, je savais que c'était pas ma place. Je me suis jamais sentie à ma place, en fait. Et après, c'est quand j'ai commencé à faire l'humour et à écrire mes chroniques sur l'actualité et tout, je m'éclate. Genre, je sais que là, elle est là, ma place. Et j'ai des copines qui m'ont déjà dit, meuf, elle est là, ta place. Vraiment, genre, c'est fait pour toi, ça. Et donc là, je rentre vraiment dans une période où je suis en mode, ok, ça fait quand même beaucoup plus de 10 ans que je galère à me dire, mais de phase de dépression, de machin, où je me dis, mais elle est où ma place? Je trouve pas ma place. Et là, je sens petit à petit que je commence à glisser par un truc qui peut me correspondre. Donc oui, j'ai fait des études d'ingénieur de gestion, mais j'ai toujours senti en moi que c'était pas ça. Et autour de toi, c'est pris comment, cette espèce de virage à 180? Alors... Mes parents, au début, je leur ai pas dit. En fait, la seule personne qui venait me voir à mes épreuves du Next Prince, c'était ma petite sœur. Ma petite sœur, ça a toujours été le soutien de mon amour de ma vie, genre mon soutien éternel pour tout. Je peux tout lui raconter, je peux tout lui dire. Et donc, c'est elle qui a commencé à venir me voir. Et quand j'ai gagné, mes parents ont commencé à prendre un peu plus au sérieux. Quand j'ai commencé à avoir des articles dans la presse, quand ils ont commencé à me voir à la radio. C'est trop mignon. Ils sont jamais venus me voir en spectacle. Mais tous les lundis à 8h20, ils sont devant la télé. Et ma mère, après, elle m'envoie un petit message, genre « Ah, il est sympa ce pull. Ah, tes cheveux, c'était bien comme ça. » Tu vois, genre, trop chou. Mais ma mère chou. aussi, quand elle me voit à la télé, elle est là. Ton col était mal mis. Ah, mais c'est ouf. Ma mère... Non, mais là, je disais les trucs mignons. La dernière fois, elle m'a fait
t'avais les cheveux gras. J'étais là, par contre, juste dose en fait. T'as écouté ce que j'ai dit? C'est fou. Non, elle me fait trop rire. Mais donc là, ils sont de plus en plus en mode ouais, c'est trop cool. Par contre, ils pourraient pas s'imaginer qu'un jour je quitte mon travail pour ça. Donc il va falloir que je prenne des pincettes le jour où je vais devoir le faire et que je vais leur dire. Parce qu'ils risquent d'être un peu inquiets. Mais c'est ce que tu sens qui est la bonne chose. C'est là où ta place est, donc ça fait sens. Je pense que c'est naturellement vers là que ça va se tourner. J'essaie de pas me précipiter ou de pas me dire « Ok, maintenant c'est bon, j'ai trouvé et c'est ça ». Mais j'essaie de voir naturellement comment je suis dans ma tête, comment mon corps réagit. J'essaie de percevoir un peu les signaux qui me disent « Ok Mel, maintenant c'est ça ». Et comme je te disais, on disait en off, mais mon diplôme il sera toujours là. Si j'essaye pendant 1 an les chroniques et le stand-up et que je vois que ça fonctionne pas, mon diplôme il est là. Il va pas me quitter, malheureusement. Non, c'est cool, mais genre, oui, voilà. Complètement, et surtout, c'est moins rémunérateur de bosser en étant engagé, voilà, de faire ce qui te plaît et ce qui t'anime et avec des valeurs, mais c'est aussi, ça apporte tellement, c'est super riche en un autre sens, et vu comme tu peux jamais t'empêcher de dénoncer les injustices, je peux pas m'imaginer que ça puisse pas te rendre ultra heureuse. Mm-hmm. J'espère, franchement, si Dieu est là, j'espère qu'elle t'écoute, cette folle-là. Écoute-nous bien, Dieu. Parce que là, il va falloir que je switch dans ma vie et t'as intérêt à être derrière moi, ma puce. Parce que j'avoue que là, le switch, il me fait un peu peur. Ok, bah j'espère que Dieu écoute Épicéa. J'espère. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu à mon micro. Merci de m'avoir reçu. C'était hyper chouette. J'ai adoré. J'espère que les gens vont aimer aussi. Voilà. Moi, j'espère aussi. Et à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.